Je suis journaliste du Women Magazine. La première question que j'aimerais poser, c'est de savoir quels sont, selon vous, les textes prioritaires pour restaurer justement les institutions. Tout à l'heure, dans votre compte rendu, vous avez abordé aussi la question de l'emploi. Excusez-moi, et j'aimerais quand même revenir là-dessus, si ça ne concerne pas la conférence de presse. Vous avez dit que, dans vos propos, que vous deviez encourager l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'emploi reste encore un des problèmes prioritaires qui mine vraiment les Gabonais, la situation économique des Gabonais. Un audit avait été fait concernant la masse salariale et ils ont constaté justement qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires fantômes, etc. Dans cette masse salariale, pourquoi dans ces chiffres on n'entend pas parler de remplacement numérique, c'est-à-dire que tous les chiffres qui avaient été falsifiés pourraient être remplacés par de nouveaux postulants, de nouveaux étudiants qui pourraient venir compléter le manque à gagner. Voilà. Dans votre analyse, j'aimerais que vous souligniez ça aussi. Et la troisième question, j'en profite, Caroline. Bon, je vais laisser. Voilà. Merci. Pour récapituler la question sur l'emploi, malheureusement, on n'est pas en tant que parlementaire compétent sur la question parce qu'elle relève du sectoriel qui est le ministère de la fonction publique. Ce que l'on peut faire, c'est ce qu'on a fait, c'est interpeller de temps à autre sur ces questions le ministre de la fonction publique. On va intensifier ces interpellations pour mieux comprendre l'orientation donnée aux différents audits qui ont été réalisés en ce qui est de la fonction publique. L'entrepreneuriat, il n'y a pas de solution miracle. Je ne connais pas une autre alternative pour créer de l'emploi que de créer de la richesse. Maintenant, il faut effectivement que nous, en tant que décideurs, on œuvre à faire en sorte que des opportunités soient créées dans ce sens-là pour permettre aux compatriotes de se lancer et eux, à leur tour, d'améliorer les chiffres de leur entreprise pour donner plus d'opportunités à d'autres compatriotes. C'est pour cela que je parlais des marchés à attribuer et autres. Il n'est pas question de reconstruire un nouveau système, voilà, avec des nouveaux riches et autres. Il est question de pérenniser la bonne gouvernance pour que nouveaux ou anciens on puisse bénéficier des avantages dus à notre pays. Question suivante. Bonjour à tous. Bonjour honorable, et je suis Junior Messi pour la rédaction de la source média. Déjà, pour commencer, vous félicite en fait pour ce compte rendu exhaustif justement qui nous a permis d'éclairer en fait notre lanterne, également nous qui sommes de la presse. Et bon, sachant évidemment de la question, on va dire que l'actualité nationale fait reste marquée par la célébration de l'an premier du coup de libération. Donc justement, ma première question évidemment, c'est par rapport à cette actualité, donc la célébration du coup de liberté, parce que effectivement il y a eu beaucoup d'inauguration, beaucoup d'innovations, mais seulement de mon point de vue personnel, maintenant que l'anniversaire de la libération s'est achevé, à quand un décret instituant justement un jour de commémoration pour tous les martyrs de la liberté depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, car souvenons-nous évidemment que le 31 août 2016 fait partie justement des jours les plus sombres de l'histoire du Gabon, on le sait tous, donc au niveau à travers l'assaut au niveau du siège de M. Jean Ping, effectivement. Donc aujourd'hui, on est comme le 31 août, je crois que ça fait 8 ans exactement. Est-ce que vous pensez à ça, vous, en tant que parlementaire?
Et la deuxième question, c'est par rapport au communiqué qui a été fait par le porte-parole, donc sur les congés des ministres, en fait, parce que lorsqu'on essaie quand même d'évaluer de notre point de vue, en tant qu'analyste, en tant que journaliste, effectivement, quel est votre regard? Parce que nous, de notre côté, on peut bien se dire que, est-ce que, effectivement, ces vacances que les ministres doivent passer dans leur village, sinon ici au pays, est-ce que c'est pas une manière pour justement le CTAI de faire la propagande du référendum, justement, parce que c'est la question, selon votre point de vue, selon vous en fait. Donc c'est un peu ça les deux questions que nous allons poser. Est-ce que réellement c'est pour on va dire ça comment? C'est pour le retour aux sources ou justement c'est pour la propagande du référendum, du oui au référendum? Merci beaucoup. Moi, j'appartiens au pouvoir législatif et j'ai en gros pas mission forcément de me prononcer sur les activités de l'exécutif qui appartient. Les ministres relèvent d'un autre pouvoir qui est l'exécutif. Mais je pense que le message a été donné à tout le monde, que ce soit ceux du pouvoir législatif ou ceux du pouvoir exécutif, de répartir dans leur village. Mais je n'ai pas souvenir qu'une consigne a été donnée de dire allez-y dans vos villages pour aller dire oui ou non. On n'a reçu aucune, nous au Parlement, on n'a reçu aucune consigne dans ce sens-là. Pour preuve, il y a bon nombre de parlementaires, mais je ne pense pas que tous les parlementaires, en allant dans leur village, sont allés faire la propagande du oui ou bien du non. Donc ça, c'est de façon délibérée. Certains décident de le faire. Les membres du gouvernement qui l'ont fait, ils ont décidé de le faire. Mais je n'ai pas vu un texte, un arrêté ou un décret invitant les membres du gouvernement ou les membres du Parlement à aller faire la propagande du oui. Je me veux être légaliste et je me prononce sur ce qui est légal, sur ce qui est officiel. Maintenant, en ce qui est de la journée de la libération, oui, mais hier, lorsqu'il s'est agi de célébrer cette journée de la libération, parce qu'on ne peut pas en avoir plusieurs, on ne peut pas avoir 1000 journées de la libération. Ce que vous êtes en train de poser comme préoccupation, effectivement, ce sont des actes néfastes de notre histoire qui ont sûrement contribué à motiver la libération au 30 août. Donc s'il fallait que l'on célèbre la mémoire de tous ceux qui se sont battus depuis le lieutenant Mombo en 64, en remontant au Germain-Ba et tous les autres, je pense que la date du 30 août peut être la date recommandée pour cela. Maintenant, il faut, je pense auprès des autorités qui ont commencé à commémorer la date du 30 août, valoriser et prendre en compte ceux qui ont intervenu et contribué de façon aussi indirecte tout au long de notre histoire pour qu'on arrive là, à cette date du 30 août. Il ne faut pas que l'on donne le sentiment que le coup de libération est en fait la célébration du coup d'État. Ce sont deux choses différentes. Le coup d'État, là, a été par les militaires comme dans tout pays. Mais si on dit coup de libération, cela sous-entend qu'on a le coup d'État plus toutes les actions ayant motivé ce coup d'État, porté par tous ceux qui ont toujours défendu la libération de notre pays. Donc on pourra peut-être s'attendre, Dieu faisant grâce, si ce plaidoyer prospère, à ce que même à titre posthume, des personnes comme le lieutenant Mombo, qui est le tout premier à avoir osé un coup d'État en 63 ou en 64, que des personnes comme Germain-Ba, des personnes comme Mambundu, des personnes comme Baobab, des personnes comme Renjambe, dont la veuve n'a plus jamais mis pied au Gabon depuis des décennies. J'ai eu l'honneur de recevoir dernièrement le fils Renjambe, l'avant-dernier, parce qu'il ne reste plus que 3, à mon bureau avec qui j'ai longtemps échangé, avant qu'il ne reparte aux États-Unis, où il vit depuis pratiquement 20 ans. Donc il y a toutes ces personnes-là qui ont payé le lourd tribut de la libération du Gabon. Et je pense que ces personnes-là doivent être également prises en compte quand on parle de la journée de la libération.
à côté de la stèle qui a été inaugurée, il serait peut-être opportun que les autorités de la transition à côté de cette stèle pensent à placer un tableau en souvenir de toutes ces personnes-là à côté de cette stèle. C'est une proposition que je vais, un plaidoyer que je vais porter auprès des autorités de la transition, parce que, comme on a dit, le coût de la libération, c'est le coût d'État des militaires, plus toutes les actions portées par tous les promoteurs de la liberté au Gabon. Question. Bonjour à tous. Je suis M. Cyril Gaston Boudile-Doumou, président du syndicat national des agents administratifs, techniciens et conducteurs. En abrégé Synatec, membre de l'intersyndicat du ministère des Transports, la marine marchande de la mer. Bon, j'ai deux petites préoccupations. Premièrement, les victimes de 2009 et 2016. En tant que parlementaire, nous savons très bien la volonté du président pour restaurer les institutions, mais aussi pour réparer les préjudices. Est-ce que, à votre niveau, en tant que parlementaire, vous avez déjà initié une démarche allant dans ce sens? Ma deuxième préoccupation va dans le sens du droit sur la liberté syndicale. Aujourd'hui, la création des fédérations, syndicats et autres, j'en passe, confédérations, est suspendue. Alors que nous sommes dans la phase de la restauration des institutions. Moi, je trouve que c'est une chose et son contraire. S'il y a des choses à corriger là-dessus, on aurait dû poser le problème autrement et voir comment amener ce secteur qui est là pour, en même temps, protéger, défendre les intérêts socio-économiques, puisque ça va dans le sens, la vision aujourd'hui du CTRI. Nous trouvons que nous sommes quelque peu limités sur ce plan. Je vous remercie. Merci. Sur les deux questions, le premier, sur la deuxième question rapidement, la question de la restauration des institutions s'entend aussi par la restauration tant de l'institution politique que de l'institution syndicale. Je pense que la plupart des activités dans ce sens, des textes, du moins liés à ça, sont des textes dont les faits semblent avoir été suspendus. Le temps de revoir le cadre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les syndicats doivent vraiment s'orienter et se battre pour améliorer les textes qui régissent leur fonctionnement, au lieu d'espérer continuer à fonctionner avec ces mêmes textes-là qui présentent une certaine limite. C'est la même approche que doivent avoir les partis politiques. La transition, comme le nom l'indique, c'est une transition. Mettons à contribution cette période-là pour enrichir les textes en rapport avec nos différentes activités. Mais malheureusement, je me rends compte que les différents acteurs des différents secteurs ne s'appesantissent pas assez sur le cadre législatif et réglementaire limité, hérité du système déchu qui avait mis tous ces pièges à l'intérieur, au lieu de s'investir à dépoussiérer ça pour avoir quelque chose qui répond finalement à vos aspirations pendant la transition, j'ai le sentiment qu'on ne s'investit pas assez sur les textes. S'agissant des victimes des crises post-électorales et autres, ce qu'il faut rappeler au niveau du Parlement, il y a des dispositions qui peuvent s'apprécier différemment. Moi, en tant que citoyen, et c'était le cas pour le COPI citoyen, lorsqu'on envoyait nos contributions au dialogue, au nombre des contributions, on avait proposé l'inscription dans la future constitution de la mise en place d'une commission permanente, justice et réparation. C'est en ce sens que moi je m'étais opposé à ce qu'on mette juste de façon ponctuelle pour la période de transition, comme le souhaitaient plusieurs, une commission justice, vérité et réconciliation pour traiter les événements de 2016. Je rappelais à ceux qui portaient ce plaidoyer que les victimes du système ne sont pas que celles de 2016. De 64 à aujourd'hui, il y a des familles qui continuent de pleurer les leurs et qui méritent aussi réparation.
D'où la nécessité de mettre en place un organe permanent qui peut-être pendant 10 ans, parce que ça prend du temps, pendant 15 ans, va exhumer, va traiter et va réparer, même à titre posthume, les dommages causés aux compatriotes gabonais. C'est la posture sur laquelle je suis. C'est la posture que je vais me battre à défendre en tant que député de la transition lorsque l'avant-projet de loi nous sera transmis, parce que je pense que c'est la meilleure approche pour rendre justice au plus grand nombre de Gabonais qui ne sont pas que ceux de 2016, parce que les autres également, leur vie n'est pas moins importante que celle de nos frères et de nos sœurs assassinés en 2016 dans le cadre de la crise post-électorale. Question suivante. On va prendre 2 dernières questions. Le micro est déjà avec quelqu'un. 3, 4, 5. Ok. On va boucler à 5. Hein. Bonsoir, honorable. Je suis Julio Abessolo, membre de l'association Patriotes en Action pour un Gabon équitable, PAGE. Ma première question, j'ai 2 questions. Ma première question concerne la médiature de la République. Vous avez dit qu'un citoyen a la possibilité de saisir le médiateur de la République lorsqu'il a un conflit ou un contentieux, surtout sur le domaine du foncier. Exact. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il ne serait pas, est-ce que le fait n'est pas que les citoyens souffrent d'une méconnaissance réelle du rôle de ces institutions? Est-ce que ce n'est pas aussi une volonté délibérée de ne pas faire connaître aux citoyens la possibilité qu'ils ont de pouvoir saisir ces institutions-là? Comme tout à l'heure, vous avez également dit que le citoyen peut également saisir le président des commissions de l'Assemblée nationale. Personnellement, moi, je ne le savais pas. Je le découvre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un exercice d'instruction civique qui a été initié par vous. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'initier ce genre d'exercice pour toutes ces institutions dont les citoyens ont la possibilité de saisir en cas de litige? Ça, c'est pour la première question. La deuxième question concerne le retour au ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections. Est-ce qu'on ne peut pas craindre une incidence quant à la sincérité des résultats issus des élections par rapport au fait que ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise ces élections au lieu peut-être de confier l'organisation à un organe autonome, peut-être issu des membres des religieux, de la société civile, un organe totalement indépendant? Est-ce qu'on ne peut pas craindre une incidence par rapport à la sincérité des résultats issus des élections organisées par le ministère de l'Intérieur? Merci. D'accord. La première question sur la connaissance ou non des textes. Mais justement, c'est pour cela qu'on milite pour l'éveil de conscience. Combien d'entre nous, on se rend au journal officiel? Tous les textes de la République sont publiés là-bas. Mais ça n'intéresse personne et pourtant on sait que les textes sont publiés au journal officiel. Même quand nous on fait œuvre pédagogique pour inviter à partager des textes, combien de personnes? Sur ma page, quand je fais un post sur une action du CTRI, on voit les réactions. Les gens viennent insulter, connabelisme, ce sont des centaines, ça bouge. Mais quand on invite maintenant à échanger de vive voix sur le fonctionnement de l'État, regardez la salle. C'est en fait pourquoi je disais il nous faut travailler sur la mentalité des Gabonais. On a une mentalité qui est malade. Et cela se voit. Des populations qui ont été pendant plus de 60 ans asservies, invitées souvent à se prononcer avec des motifs fallacieux comme candidat naturel, tout ça. On vient demander de voter oui ou non à un texte dont ils n'ont pas connaissance. Les mêmes sont contents. C'est la mentalité. Donc on va continuer à sensibiliser pour guérir cette mentalité afin d'avoir une population qui soit assise sur des principes, sur des valeurs, comme nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant,
Sur le deuxième volet de ta question, qui est en rapport avec le risque, oui, ce sont les risques que nous avons présentés. J'ai mené une étude comparative. J'ai regardé comment est-ce que les 16 pays de la zone SADC organisent leurs élections. Aucun de ces pays ne fait organiser ses élections de façon exclusive par le ministre de l'Intérieur. J'ai regardé les 15 pays de la CEDEAO. Aucun de ces 15 pays ne fait organiser son élection par le ministère et le ministre de l'Intérieur. Même si certains ont dit, mais le Sénégal, non. Le Sénégal, il y a la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui co-organise avec la direction des élections qui est en charge du fichier électoral. Les 11 pays de la zone CEAC, si on enlève le Gabon, il n'y a aucun pays qui fait organiser de façon exclusive ces élections par le ministère de l'Intérieur. Même dans les pays les moins démocratiques, ils font souvent semblant même de mettre une commission. Au moins, pour que ça ressemble à la norme. Mais nous allons nous retrouver aujourd'hui en tant que Gabon, le seul pays de tous les pays de la CEDEAO, de la SADC, de la CEAC, à faire organiser son élection par le ministre de l'Intérieur. On m'a répondu qu'en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Non, il y a une très mauvaise compréhension. Moi, j'ai eu plaisir à lire tout le code électoral, du moins le code, les articles qui me concernaient dans le code électoral français. Plus de 300, 200, 300 articles. En France, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui participe au processus électoral. Pour preuve, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur français, était candidat et est aujourd'hui député. Il n'a pas participé au processus. C'est une direction des élections du ministère qui administre l'élection au niveau national, relayée par les préfectures au niveau décentralisé. Et c'est pour cela qu'on a les résultats aussitôt, parce que les préfectures annoncent et la direction des élections centralise, la Cour constitutionnelle, pour dire le Conseil constitutionnel français, pour le cas de la France, valide ou invalide certaines élections. Donc je pense qu'on a eu une mauvaise compréhension du format de l'organisation d'une élection en France, au Sénégal, au point où on a fait comprendre aux décideurs que ça se passe comme ça ailleurs. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs, malheureusement. Je mets quiconque à défi de m'apporter la preuve contraire, élément scientifique à la fin. Merci, honorable. Question suivante. Bonsoir à tous. Bonsoir, honorable. Je suis mademoiselle Mavungo Kukolika Sonia Vanessa, une citoyenne. Alors, j'ai bien suivi votre exposé et je m'intéresse à la question de la décentralisation. Vous avez parlé de la loi sur le transfert des compétences aux délégués spéciaux. Alors, consciente que nous sommes en période de transition et que les délais sont courts, n'était pas nécessaire de procéder à l'adoption des lois sur le transfert des compétences. Parce que nous savons que jusqu'aujourd'hui, la décentralisation n'est pas effective. Et quand nous regardons l'état actuel du pays, nous sommes conscients qu'en fait, que c'est le résultat, on va dire, d'une centralisation excessive. N'est-il pas nécessaire en ce moment de procéder au transfert des compétences? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez parlé de l'emploi. Et c'est vrai que j'avais suivi une de vos vidéos, vous avez dit que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Voilà, donc il y a ceux qui sont peut-être, on va dire, qualifiés à travailler pour la fonction publique. Alors, est-ce qu'on ne peut pas demander au ministre de la fonction publique, est-ce que la fonction publique dispose d'un programme de gestion de ressources humaines? Parce que j'ai parcouru les textes sur la fonction publique générale, et l'article 17 consacre 4 types de fonctions publiques. Nous avons la fonction publique de l'État, la fonction publique locale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique parlementaire. Donc, si on arrivait à mettre en place toutes ces fonctions publiques et qu'elles soient effectives comme celles de l'État, on pourrait bien résoudre le problème de cet excès, on va dire quoi, de monde au niveau de la fonction publique locale. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas qu'une seule fonction publique, nous en avons 4. Donc, il est peut-être important de procéder à la mise en place de ces différentes fonctions publiques. C'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question concerne le cas de la SEG, parce que dans votre exposé, vous avez expliqué que vous avez eu un entretien
avec le directeur général. Alors, en tant que citoyenne, je me pose la question. Nous savons que la SG, c'est un contrat de partenariat avec l'État gabonais, partenariat public-privé, qui a ces contextes. Alors, quel est réellement le problème qui se passe au niveau de la SG? C'est moi qui m'interroge. Et à quand la fin de ce contrat? Et pourquoi aujourd'hui, y a-t-il pas de concurrence, en fait? Parce que nous sommes conscients que le résultat sur le terrain manque des limites. Donc, pourquoi ne pas penser à une autre alternative? Je vous remercie. D'accord. Bon. Je vais commencer par répondre par la dernière. Et si j'oublie une, je reviens vers vous pour que vous me rappelez les autres. Alors, sur la SEG, vous faites bien de l'observer. Mais voyez-vous, je l'avais déjà dénoncé dans le cadre d'un livret sur la gestion du budget de l'État que j'avais produit en 2021 ou en 2022, qui était commercialisé au niveau du siège, au siège du COPI, en 2022, je crois, 2022 ou 2023. Alors, il y a des investissements et des emprunts qui ont été contractés, des montants colossaux sur le système déchu pour améliorer la desserte en eau et en électricité. Chose qui n'a pas été le cas. Deuxièmement, même pour ceux qui payaient, on a vu le scandale sur le trafic des factures EDAN et tout ce qui s'ensuit. Donc même pour les citoyens qui payaient régulièrement leurs factures d'eau et leurs factures d'électricité, cet argent n'allait pas directement dans les caisses de la SEG. Si une entité, on contracte des milliards au nom de cette entité, soi-disant pour améliorer ses services, l'argent que l'entité est censée recevoir n'arrive pas, il n'y a aucun miracle. L'entreprise ne peut pas améliorer son outil de production. L'autre chose, les emprunts contractés l'ont été également pour construire des barrages qui sont toujours en construction depuis des décennies. Mais on emprunte l'argent tout le temps. Or, ce sont ces barrages-là qui sont censés produire de l'électricité pour nous amener à nous départir de la dépendance des groupes électrogènes à la faveur des contrats que nous avons signés avec des sociétés comme Agreco. Parce qu'au moins 30% de l'énergie dans le Grand Libreville et même en Provence est fournie par les centrales, les groupes électrogènes de cette entreprise-là, néerlandaise ou anglaise, je ne sais pas trop. Et on a pu le ressentir lorsque l'État n'a pas régularisé ses factures, une fois que cette entreprise a diminué le débit de sa desserte en électricité, on a vu ce que ça a créé. C'était le noir, avec une incidence sur l'eau, parce que l'eau aussi fonctionne à l'électricité. Comment est-ce qu'on les appelle? Les châteaux d'eau, tout ça fonctionne également. Les turbines, ça tourne, c'est l'électricité. Si on coupe l'électricité, ça a une incidence sur l'eau. Donc c'est malheureusement cela, la réalité. La réalité est simplement que c'est quelque chose qui était entretenu. Parce que les mêmes qui font venir ces fournisseurs en groupe électrogène sont les mêmes qui ont avec eux des contrats léoniens. Donc vous comprenez aisément qu'ils ont tout à gagner, ils avaient tout à gagner à ce que les centrales électriques, tout ça ne voit pas le jour. Parce que si la SG devient autonome à travers les centrales, ils gagnent comment encore peut-être dans leur business avec les sociétés qu'ils ont invitées ici, installer des groupes électrogènes. Donc là aussi, c'est une réalité. La troisième question, c'était laquelle? Sur la décentralisation, effectivement, il fallait qu'on adapte le contexte à la situation exceptionnelle. Il fallait mettre en place des délégations spéciales. Mais quand on entend restauration des institutions, l'objectif justement est de faire le toilettage de tous ces textes. Le texte sur la décentralisation présente assurément des limites. On doit profiter de la période de transition pour nettoyer tous ces textes-là, de façon à ce que quand on va revenir à l'ordre constitutionnel, tous les textes puissent répondre aux besoins, tant institutionnels que citoyens. Donc la période de la transition doit être mise à contribution pour justement revoir tous ces textes. Je pense que j'ai répondu aux 3 questions. Il y avait une autre? Oui, sur la fonction publique, c'est la même observation. Il faut mettre à contribution
justement la transition pour prendre les textes spécifiques pour les autres catégories de fonctions publiques. Mais ça va de pair. Sans décentralisation, il n'y a pas de fonction publique au niveau local. Fonction publique parlementaire, oui, on va dire elle est effective. Nous, en tant que parlementaires, voilà. Mais elle n'est pas aussi effective que ça. Parce qu'il n'y a pas une véritable autonomie. Bon nombre des personnes qui sont au niveau des chambres du Parlement, ce sont des fonctionnaires détachés. Pas forcément recrutés comme agents parlementaires, la fonction publique parlementaire. Donc il nous faut toiletter, prendre des textes spécifiques pour chacune de ces fonctions publiques de façon à ce que quand on va revenir à l'ordre constitutionnel, tout ce cadre-là soit prêt à répondre à ces préoccupations. Prochaine question. Honorable député, je suis Pierre Parfait Badinga du journal L'Essor. Alors moi je n'ai qu'une seule question. Honorable député, vous dénoncez avec beaucoup de force une campagne avant la campagne lorsque vous évoquez le référendum à venir. Mais lorsqu'on recule en arrière, précisément le 12 juillet 2024, on constate que le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a invité personnellement les populations à se mobiliser en faveur du oui. Alors moi je me demande, est-ce que par cet acte, c'est pas lui-même qui a lâché les loups sur le terrain de la propagande, alors que même la campagne n'avait pas été ouverte? Je peux? D'accord, mais c'est comme je l'ai dit tout en introduction au début. Le président peut dire une chose, mais c'est aux collaborateurs de rattraper ça. Le président est porteur d'un projet. C'est celui du référendum. Ce n'est pas un homme politique. Et c'est pourquoi j'avais fait un post une fois pour dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Lui, ce n'est pas un homme politique. Donc, les codes politiques, tout ça, il va peut-être apprendre. Parce que lui, c'est un militaire. Le militaire, c'est le terrain. Le militaire s'enfonce droit au but. Le militaire, c'est le bâtisseur. Le militaire n'est pas politique. Mais je pense que s'il s'est entouré des hommes politiques, c'est pour que justement, ces hommes politiques et ces techniciens l'aident à avoir la meilleure posture. Et non pas que ces hommes politiciens et ces techniciens prétextent une phrase sortie de son contexte pour en faire quelque chose de légal. Et c'est ça le danger. C'est le danger dans lequel nous sommes. Oui, le président, lors d'un des discours, avait appelé à voter oui. Je n'excuse pas en disant que c'était légal. Comme je l'ai dit, j'apprécie aussi les choses sous leurs différents angles, loin de toute forme d'émotion. Ce n'est pas un homme politique. Il a porté un projet. Il n'a sûrement pas été bien briefé sur la posture à avoir en matière d'élection référendaire. Mais ça, je ne peux pas imputer ça à sa personne. Parce que je reste convaincu que s'il avait été suffisamment briefé sur la procédure d'un référendum, sur comment lancer un référendum, sur la nécessité de respecter le calendrier électoral d'un référendum, connaissant le président, je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Et j'en veux pour preuve. Pour ceux qui ont suivi le discours du 17 août, ceux qui ont suivi le discours du 17 août, le président a parlé du référendum. Quelle était la particularité? Il n'a plus donné de consigne. Il a invité simplement les Gabonais à se préparer au référendum. Il n'a plus dit comme lors de ses premières sorties, premiers meetings, votez oui. Parce que assurément, entre la période où il a dit, les voix qui se sont élevées comme les nôtres pour dire ça ne se fait pas, il a tiré les enseignements. Mais logiquement,
Quand on jure fidélité, je parle de ceux qui sont autour. Quand on jure fidélité à un chef, il faut dire au chef la vérité. Et non laisser le chef continuer dans un chemin que nous-mêmes, on sait que ce n'est pas dans les règles. Mais plus grave, on œuvre même à faire croire au chef comme en fait, c'est normal. On part jusqu'à afficher sur des panneaux, votons oui au référendum. Ailleurs, c'est de la trahison. Quelqu'un vous a fait confiance? Il n'a pas la science infuse. Il est en train d'apprendre à gérer, pas un camp, pas un corps armé, où c'est la discipline. Quand le général dit on fonce, on fonce. Il apprend à gérer un État avec différentes sensibilités. Il y aura forcément des manquements. Il y aura forcément des erreurs. Parce que ce n'est pas un homme politique. Mais c'est au politique d'aider le chef à être en phase avec les normes légales. Et non de dire que comme le chef allait à gauche, même si on allait à gauche, il ignorait qu'on ne va pas à gauche. Nous tous, on va à gauche, on fait croire au chef que aller à gauche, c'est bon. Et ce sont les mêmes quand ils se retrouvent autour des troquets, auprès des populations, qui partent dire, oui mais vous voulez qu'on fasse quoi? Ce sont les militaires, on fait ce qu'ils décident, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi je ne m'inscrirai jamais là-dedans. Je n'ai jamais trahi quelqu'un de toute ma vie pour quoi que ce soit. Et je ne vais pas commencer à le faire pour quelqu'un qui a risqué sa vie. Parce que lui et moi, on aurait connu peut-être le même sort. Si les élections là, les militaires n'avaient pas fait le coup d'État. C'est pourquoi j'ai pris, comme je l'ai dit, une année, on a observé. On a essayé d'attirer l'attention. On a mis ça sous le coup de l'apprentissage. Mais après une année, il n'y a plus d'apprentissage. Il n'y a plus d'excuses. Si vous le faites, c'est que vous le faites sciemment et vous œuvrez à induire le décideur en erreur. Pour quel projet vous seul vous connaissez? Je profite de votre question pour attirer l'attention. Lorsque les autorités de transition avaient reçu la première fois la société civile, j'en étais le porte-parole et j'avais la responsabilité de préparer un discours à l'endroit des nouvelles autorités militaires. À la fin de mon discours, la première réaction du président, en me regardant, était de me dire, Monsieur Fumboula, je vous ai écouté. Mais j'ai le sentiment que c'est vous qui avez fait l'armée pour préparer un coup d'État. Parce que la description que vous avez faite d'un coup d'État, comment est-ce qu'il s'annonce, comment il se prépare, c'est exactement ça. Je parle en présence de la présidente du REDA qui était dans la salle. Ce sont les mots du président à mon endroit. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de culture. J'ai passé une année à suivre des formations en ligne, gratuites parce que j'aime le cultiver. Sur tout ce qui est stratégie militaire. J'ai passé mon temps à observer les coups d'État dans d'autres pays. Ce qui me permet à moi de voir des signes en allant dans le sens de déstabiliser ou non. Le premier élément qui prépare un coup d'État, c'est la fracture de la confiance entre celui qui est au pouvoir et la population. Et les actions qui sont posées présentement, je me questionne, partent dans le sens de nourrir cette fracture de confiance entre la population et le décideur. Deuxièmement, celui qui vient descendre, celui qui est au pouvoir, s'appuie sur cette fracture pour se positionner comme quelqu'un qui vient corriger les errements du prédécesseur. Je ne sais pas quelle est l'approche. Je ne sais pas si ceux du pouvoir déchu qui ont été ramenés majoritairement dans la transition ont pour mission de récupérer le pouvoir d'une autre façon. Parce que les agissements de ces derniers me poussent moi à m'interroger sur l'opportunité de leurs actions, qui partent essentiellement dans le sens de creuser ce fossé établi au lendemain du 30 août 2023
entre les militaires et la population. Une année après, le fossé est visible. Il y a une perte de confiance, il y a une déchéance, il y a beaucoup de déception. Et c'est souvent dans ce climat-là que des actions se produisent et on surfe sur cette déception pour légitimer quelque chose. Une année, on a observé. Moi, je ne peux pas m'inscrire s'il y a des idées dans ce sens-là, de la part de ceux à qui on a arraché le pouvoir et qui ne sont pas contents. Je le dis haut et fort, qui ne sont pas forcément contents. Et comme je l'ai dit, le Gabon est le seul pays en zone CEAC, sinon en zone CEMAC, qui a bouleversé un ordre ancien, où le pouvoir se donne de génération en génération. Et je ne pense pas, je puis me tromper, que les actions allant dans ce sens, qui sont en train d'être posées, visant à créer ce fossé-là, vont dans le sens de nourrir cette confiance entre le président et sa population. Mais je pense que ça produit l'effet contraire. Et que ceux qui ont toujours géré, étaient aux côtés et ont servi la famille déchue, je ne pense pas que s'ils arrivaient à poser un acte, ils ne seraient pas soutenus par ceux qui sont autour, suivez mon regard, de notre pays, afin de restaurer cette tradition qui vise à ce que dans notre zone, notre pouvoir se passe de père en fils. Histoire de lancer aussi un message aux autres militaires qui voudront faire comme au Gabon, comme pour dire, vous avez vu là essayer au Gabon, au bout d'une année, au bout de 2 ans, on arrive pour le pouvoir. Si vous essayez, vous allez connaître le même sort. C'est pourquoi j'invite tout le temps la population à faire attention, à ne pas rentrer dans l'émotion, à beaucoup prier pour les militaires. Parce que les actions qui sont posées, je comprends et je suis les cris des uns et des autres. Mais toutes les actions qui sont posées, on ne cherche pas à connaître les auteurs de ces actions. Tout retombe sur qui? Sur le président et les militaires. C'est comme si tout était fait pour que la population ait pour souhait que les militaires tombent, que le président tombe, parce qu'il ne respecte plus ses engagements, parce que ceci, parce que cela. Ne tombons pas là-dedans. Nous, on sait d'où on vient. Et vous savez aussi d'où on vient. Je ne pense pas. Je vais finir par là par rapport à votre question. Question, on perd une personne comme le général Oligui. On pourra avoir quelqu'un comme lui d'ici peu. Je le dis parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Quand quelqu'un est faux et n'est pas sincère, ça se ressent. Quand quelqu'un est faux et n'est pas sincère, ça se ressent sans que cela il fait semblant pour essayer de se donner un rôle. Mais quand on voit le président Oligui, il est comme ça de nature. C'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de franc, de direct, avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc je pense qu'on a la chance d'avoir un manager à la tête et nous devons œuvrer à dépoussiérer son entourage de tous les perfides trompeurs qui veulent l'induire en erreur. Dernière question. Dernière question. Bonjour, honorable. Je suis Chéri Ngoussi. Bon, ma question a déjà été posée. C'est la question que je voulais poser. Et puis, justement, parce que je sais que le 17 août dernier, le président de la République s'est, non pas déjugé, mais n'a pas donné de consigne de vote par rapport à ça. Je crois qu'il a compris lui-même que c'était un non-sens d'appeler les populations à voter pour le oui. Et d'ailleurs, j'ai commandé un article parce qu'en tant qu'ancienne candidate aux dernières élections, les élections de 2023 il y a 1 an, aux législatives, j'ai fait partie des militants pour un Gabon digne d'envie. Et j'ai tenu justement à féliciter le président de la République dans cet article soumis au journal L'Union pour justement s'être déjugé par rapport au discours qu'il avait tenu à Franceville et à Tchibanga. Malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, l'article n'est pas sorti parce que pour ce journal, j'imagine qu'il s'agissait de mettre la nullité peut-être du chef. Voilà, donc vous imaginez. Donc j'ai dû publier sur ma page que le président n'avait pas donné les consignes dans son discours du 17 août et que je m'attendais à ce que les perfides trompeurs suivent.
malheureusement, ça continue. J'ai encore vu sur les médias publics des sorties d'ONG, d'associations, Mange-Mille, qui ont fait des sorties. Et boum, le grand coup qui a été frappé, c'est celui des panneaux publicitaires dans la ville. Alors, vous avez dédouané plus ou moins dans votre discours le président de la transition, comme beaucoup de voix autorisées, c'est ce que je déplore, qui à chaque fois crient à la théorie du complot. Tout à l'heure, dans votre réponse, c'est ce que j'ai encore une fois ressenti. Donc, je réitère encore ma question, qui est de savoir pourquoi on a toujours tendance à dédouaner le président de la République en disant que ce sont des personnes qui veulent détruire la transition. Parce que quand il y a une récidive comme celle-là, je suis sûre que ces panneaux ne seront pas décrochés. Je suis sûre que ces panneaux ne seront pas décrochés, ces panneaux resteront là. Donc finalement, quelle est la responsabilité du président de la transition quand il y a justement cette vice que nous constatons, quand il y a ce non-respect des lois en vigueur? Est-ce que c'est pas parce que peut-être il n'y a pas de loi qui encadre justement l'organisation du référendum, il n'y a pas de texte réglementaire sur lequel s'appuyer, peut-être pour dire non à cette campagne du oui avant même que le projet constitutionnel sorte? Donc pourquoi à chaque fois dédouaner le président de la République? Quelle est finalement sa responsabilité? Et pour terminer, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites. Vous avez pris la peine de faire un compte rendu parlementaire ici. Je sais très bien que les présidents, les députés de la transition ne sont pas du tout des représentants du peuple, même si j'avais noté cette faute de la bouche du président de l'Assemblée nationale. Vous le faites ici. Je suis originaire de Logoué-Lolo, je viens de Logoué-Lolo et particulièrement du canton Lolo-Wanya. Nous n'avons pas de députés là-bas. Donc vous imaginez cette population ou cette jeunesse justement intéressée par ces questions aurait bien souhaité être aussi enseignée, mais malheureusement il n'y a pas de députés dans cette zone. Donc nous envions les députés, enfin nous envions les autres provinces, les autres cantons et départements qui sont représentés à l'Assemblée nationale et qui ont droit à ce genre d'exercice. Voilà, donc félicitations pour ce que vous faites. Merci. Alors, ce qu'il faut comprendre, je commence par la dernière question. Je ne suis pas député de la transition pour une circonscription. C'est pour cela que dans mon approche, je ne suis pas descendu dans une base dite électorale. Je suis du 3e arrondissement. Même si je le fais après, mais l'objectif pour moi est de jouer mon rôle de député de la transition. Le compte rendu parlementaire, la semaine du compte rendu parlementaire initié, l'a été de façon objective. On a commencé dimanche dans cette salle à l'adresse des leaders religieux, des leaders traditionnalistes. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes qui, sur l'ensemble du territoire, ont la responsabilité et sont au contact de plusieurs citoyens. Mon approche est qu'ils soient le relais des travaux parlementaires auprès de leurs fidèles et auprès de leurs adeptes pour les traditionnels. Mardi, c'est un compte rendu à l'adresse des chefs d'établissement, des leaders des mutuelles et des leaders des coopératives, qui eux aussi en leur sein ont leur responsabilité, ont sous leur responsabilité les étudiants et les élèves, afin que ces leaders-là soient le relais dans leur milieu respectif. Jeudi, avant-hier, c'était avec les leaders des organisations de promotion d'entrepreneuriat. Les organisations patronales, on avait le représentant de la FEC qui est au compte rendu de jeudi. Les organisations de lutte contre le chômage, qui eux aussi ont sous leur responsabilité des compatriotes afin qu'ils soient le relais de ces derniers. Aujourd'hui, samedi, c'est un compte rendu à l'adresse des organisations de la société civile invitées, des organisations politiques qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais aussi de tous les citoyens qui n'ont pas eu l'opportunité d'être au précédent compte rendu pour faire le même exercice. Donc, mon approche est une approche qui est citoyenne. J'ai décidé de m'adresser aux leaders de chacune de ces composantes de notre société, de notre cité, pour que ces derniers-là soient le relais
au niveau national, au niveau local, des populations qui sont sous leur responsabilité. En matière de dédouanement, non, rassurez-vous, j'ai pas cette culture de dédouaner. Mais peut-être qu'à tort ou à raison, je veux restituer mes sorties, ma position par rapport au contexte. Je l'ai dit en introduction. Le président de la transition est un militaire. Je ne dédouane pas. C'est un militaire. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est préparé à gérer un pays. Comme les politiques. J'aurais été moins conciliant si c'est un leader politique. Parce que la mission du politique, quand il se présente, c'est de gérer le pouvoir. Et il s'est préparé à gérer le pouvoir. Je suis peut-être plus conciliant parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais nourri l'envie de gérer le pouvoir. Il n'a pas été candidat à l'élection. Même si intérieurement, de façon personnelle, il a peut-être nourri l'envie. Mais de façon officielle, c'est quelqu'un qui est resté à exécuter des ordres des civils qui étaient au contrôle du pouvoir. Et c'est pourquoi je mets la responsabilité sur nous qui entourons l'homme. Parce qu'il est question maintenant d'aider le militaire à devenir institutionnel. Mais notre mission n'est pas d'induire le militaire en erreur comme ce qui est en train d'être fait et laisser justement la population croire que cela est forcément entretenu. Vous, je vous connais parce que vous avez été Miss Gabon à un temps donné et vous avez été la Miss qui m'a le plus marqué. Et je me rappelle que les médias vous appelaient Miss Folle parce que vous ne rentriez pas dans certains mécanismes. Je me rappelle que lors de la passation de la couronne, vous êtes venu sans couronne pour manifester assurément les harcèlements et les pressions qui étaient faites sur vous. Parce que quand on est Miss, soi-disant, il faut qu'on s'offre aux personnalités et autres. Chose que vous avez refusée et vous l'avez manifestée de la façon la plus forte. Il y a eu plusieurs Miss, mais je pense que vous êtes la Miss qui a retenu par votre caractère l'attention du plus grand nombre. Je ne suis pas surpris que vous continuez à mener ces plaidoyers à travers votre organisation. Mais vous voyez, la posture que vous avez eue est assurément la conséquence de plusieurs conseils liés à votre environnement qui ont contribué à forger votre caractère. Je suis sûr et certain que si votre environnement était constitué des personnes qui, depuis votre jeune âge, vous faisaient comprendre que comme vous êtes belle, ainsi de suite, si des gens viennent s'offrir à vous, prenez, offrez-vous à ces personnes pour vous bâtir une fortune, je ne pense pas que vous aurez eu cette posture. C'est pour ça que je dis que le décideur est souvent le résultat de son entourage. D'où la nécessité, pas pour dédouaner le décideur, de continuer à l'interpeller. Moi, je veux jouer mon rôle en tant que citoyen. Je vais interpeller officiellement le décideur. Parce qu'il est le garant de la stabilité du pays. Il est le garant des institutions. Pour signifier plus officieusement, mais officiellement à ce dernier, les différentes violations de l'institution électorale dans le cadre du référendum. En introduction, je vous l'ai dit, je vais adresser une question, une interpellation au ministre de l'Intérieur pour qu'il vienne expliquer à la représentation nationale le pourquoi des panneaux d'affichage invitant les citoyens à voter oui, alors qu'il n'existe aucun arrêté, aucun décret convoquant le référendum et fixant la période électorale liée à l'élection référendaire. Il faut qu'on dise stop. Et des personnes comme nous sommes rentrés dignes et nous comptons en sortir comme nous sommes rentrés. Parce que nous ne courons derrière rien. Je suis orphelin de père, je suis orphelin de mère, je suis orphelin de ma grand-mère qui m'a élevé. Je suis orphelin depuis jeune, aîné d'une famille, j'ai des responsabilités. Mais je ne me suis jamais appuyé sur ma situation sociale pour brader mes valeurs lorsque je me retrouve en situation difficile et que ceux du système déchu m'offraient monts et merveilles. J'ai hérité des principes et des valeurs
issu de ma famille, de ma culture, pour nous, Nzebi, de mon environnement de Kingele, où j'ai grandi. Et ça, je compte garder ça. En plus d'être un digne fils de Port-Gentil, et on connaît tous l'esprit des gens de Port-Gentil. Nous sommes comme ça, il faut nous supporter comme ça. Quand c'est pas bon, on vous dit que c'est pas bon. Quand c'est bon, on vous dit que c'est bon. Et ce sera comme ça tout au long de la transition. Maintenant, si je me rends compte à un moment donné, aussi ceux qui m'ont fait confiance se rendent compte à un moment donné que nos violons ne s'accordent plus, il n'y a plus de souci. Chacun prendra sa route, on continuera à mener ce combat, tout en soutenant ce qui est juste et en dénonçant ce qui ne l'est pas. C'est ma posture, ça n'a pas changé et je ne vais pas du tout changer à cause de X ou Y motif. Merci honorable. Les questions sont finies, mais nous avons une contribution du copie citoyen par son coordinateur. S'il vous plaît, docteur. Bonsoir à tous. Je suis le docteur Joël Patrick Desambeau. Ce n'est pas très évident que tout le monde ici me connaisse. Donc, je suis le coordinateur général du copie citoyen pour la transition. Il est important de le dire parce que le copie citoyen n'a pas de président. Donc, si il y a des cailloux à jeter à Geoffroy, c'est bien au docteur Joël Patrick Desambeau que je suis, parce que tout simplement, étant à l'Assemblée nationale, ce n'est pas à Geoffroy de faire toutes les déclarations qu'on attend du copie citoyen. Mais nous nous sommes pris au sortir des élections, il fallait observer la transition, il fallait observer comment les militaires allaient se comporter. Et donc, nous ne pouvons pas être ces personnes qui sont battues pour mettre de côté les PDG. Merci encore à d'autres. Donc, le copie citoyen n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen. Il est ouvert à tous les citoyens. Je ne sais pas si vous avez constaté que donc, c'était des éléments que je veux ajouter pour confirmer tout ce que Geoffroy a dit. Merci. Merci au copie citoyen. Merci, docteur. Merci à vous tous pour vos questions. Merci, honorable, pour les réponses. Honorable, je n'ai pas envie de terminer le compte rendu parlementaire. On pourrait continuer jusqu'à demain. J'ai lu quelque part que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Honorable, il n'y a plus le fin de la fin. Je pense que vous avez tout dit au bout de 4 jours. Merci à vous d'être venus si nombreux. J'étais ravie de vous avoir accueillis avec mon équipe. Nous avons organisé ces moments par la grâce de Dieu avec un homme très discipliné, très rigoureux. Nous sommes fiers d'être à ses côtés. Il nous transmet ses valeurs et sa discipline. Merci à tous. Je vais vous inviter à vous lever pour la photo de famille. Et nous pourrons nous